Mon frère aîné et moi étions à la maison dans un petit village de l'Ohio, où il y avait moins de monde que dans la classe de fin d'études de ma mère, dans la ville d'où nous venions. Mon frère était puni. Le téléphone de la maison ainsi que son propre téléphone étaient enfermés dans le coffre-fort à armes de mon père, dont aucun de nous ne connaissait la combinaison. La raison pour laquelle il était puni était quelque chose de stupide et d'arbitraire. Je ne me souviens pas exactement pourquoi. Nos grands-parents vivaient au bout de la rue et notre arrière-grand-mère vivait dans une petite maison qu'ils avaient construite sur cette propriété pour qu'elle puisse être indépendante, même s'ils étaient à proximité. Nos parents nous ont dit qu'ils allaient voir comment allait mon arrière-grand-mère, car nos grands-parents étaient absents ce jour-là. Ils nous ont dit que, lorsqu'ils reviendraient, nous commanderions des pizzas, ce qui me semblait bien, à moi, qui avait 7 ans, et à mon frère de 15 ans, que j'appellerais Evangelina. Nous avons joué aux jeux vidéo un moment, et nous avons commencé à avoir faim, nous demandant rapidement quand nos parents allaient revenir. Je dirais qu'environ 2 heures après leur départ, nous avons entendu frapper à la porte. Je suis descendu les escaliers, assez excité à l'idée de manger. Mon frère me suivait de près. Je me suis approché de la porte, qui avait une grande fenêtre, et ce n'étaient pas nos parents, mais un homme blanc, très grand et mince, avec les cheveux noirs courts et une barbe négligée. Je dirais qu'il avait environ 24 ou 25 ans. C'était assez choquant parce que dans ce petit village, tout le monde se connaissait et nous n'avions aucune idée de qui il était. Je lui ai levé un doigt, comme pour dire 1 seconde, puis j'ai fermé le rideau. Je me suis retourné pour voir Evangelina regardant la porte avec une certaine incrédulité, car elle aussi avait vu cette personne. Quelques secondes plus tard, ses coups sont devenus plus forts, suivis de secousses et de mouvements de la poignée de la porte. Nous étions tous les deux terrifiés, sans moyen de contacter nos parents. Evangelina m'a attrapé la main et m'a emmené en courant à la cuisine. Elle a saisi un couteau, et je me souviens clairement qu'il s'est cassé dans sa main. Cassé dans le sens où la petite lame est tombée du manche. À cette époque, pour une raison quelconque, notre cuisine était pleine de choses cassées, beaucoup d'ustensiles rouillés, des objets de fortune, et bien sûr, toutes sortes de choses cassées ou susceptibles de se casser. Malgré cela, nous nous sommes cachés dans la buanderie et nous nous sommes serrés l'un contre l'autre, entendant encore les coups à la porte. Cela a duré environ 5 minutes, qui ont semblé être des heures. Puis nous avons entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Une chose que je dirais à propos de mon frère, c'est qu'il a toujours été prêt à me protéger en un clin d'œil. Il était prêt à sauter avec ce couteau cassé et à me défendre dès que l'homme nous aurait atteints. Au lieu de cela, c'était ma mère qui tournait au coin de la rue avec 2 boîtes de pizza à la main, se demandant pourquoi ses 2 enfants étaient en pleurs sur le sol. Nous nous sommes tous les deux levés et avons couru lui parler de cet homme dehors, mais elle a ri. Mon père était dehors en train de parler avec lui. Il a dit que l'homme demandait à propos d'une voiture en panne qui était restée sur notre allée pendant des mois. Apparemment, c'était un mécanicien. Ma mère s'est sentie terrible, mais elle a trouvé la situation un peu amusante. Apparemment, elle est sortie et a parlé à l'homme, et il a dit qu'il se sentait mal de nous avoir effrayés. Ils nous ont serrés dans leurs bras et nous ont promis que les téléphones ne seraient plus jamais enfermés lorsqu'ils partiraient à nouveau. Nous avons passé le reste de l'après-midi à manger des pizzas entre 2 sanglots. Quelque chose continue de me déranger, bien que cela ne me préoccupait pas quand j'étais enfant, et c'est quelque chose à laquelle je n'ai jamais pensé. Pourquoi un homme adulte frapperait-il à la porte de cette manière, secouerait-il la poignée, ferait-il tout son possible pour entrer dans une maison, que les parents soient présents ou qu'un petit enfant lui fasse signe qu'il allait chercher ses parents? Pourquoi quelqu'un voudrait-il parler d'une voiture qui n'avait aucun panneau à vendre, surtout à 9 ou 10 heures du soir? C'est un peu effrayant que mes parents aient pris cela si à la légère, mais quelque chose dans mon instinct, surtout en étant adulte maintenant, me dit que ce n'est pas ainsi que les adultes agissent, du moins pas les adultes normaux. L'homme s'appelait Christian. Il est revenu plusieurs fois cette semaine-là pour inspecter la voiture. La première fois qu'il est venu, nos parents étaient à la maison. Il a levé le capot et s'est glissé sous la voiture, vérifiant pratiquement tout ce qu'il pouvait. D'après ce que je me souviens, tout s'est bien passé lors de cette première visite, sauf que parfois, je remarquais qu'il nous regardait, Evangelina et moi, en nous adressant ce sourire étrange et effrayant. Il est revenu quelques jours plus tard cette même semaine, mais cette fois à une heure inhabituelle encore, et nos parents n'étaient pas à la maison. Maintenant que nous connaissions ce type, Evangelina lui a ouvert la porte. « Je suis désolé de vous déranger », a commencé Christian. « Ce n'est pas grave, mais nos parents ne sont pas là, vous devrez revenir demain », a-t-elle expliqué,
Ce n'est pas grave, je voulais juste vérifier les pneus et les ailes, cela ne prendra pas longtemps. Evangelina lui a donné son accord, puis a refermé la porte. Nous l'avons observé depuis la fenêtre du salon alors qu'il retournait à sa propre voiture, une vieille chose délabrée, et fouillait dans le coffre avant de se diriger vers la voiture qu'il voulait acheter. Il a fait exactement ce qu'il avait dit qu'il allait faire, et après quelques minutes, nous nous sommes ennuyés. Nous allions quitter la fenêtre et retourner à ce que nous faisions, mais il a fait quelque chose d'étrange qui a immédiatement attiré notre attention. Il s'est retourné et s'est dirigé directement vers la maison, prenant des photos de l'extérieur. Il a pris des photos des côtés, de l'avant, du deuxième étage, et a presque fait le tour de l'arrière-cour. C'est alors qu'il nous a vus en train de le regarder, les yeux écarquillés, depuis la fenêtre principale. Il a rangé l'appareil photo et a salué de la main, puis a pointé la porte d'entrée, comme pour suggérer que nous nous y rencontrions. Evangelina s'est approchée et m'a dit de rester près du téléphone. Si quelque chose se passait, elle m'a dit d'appeler le 911, puis papa. C'était à l'époque où tout le monde avait des téléphones fixes. Alors, même étant en première ou en deuxième année à ce moment-là, je connaissais par cœur tous les numéros de téléphone de mes amis proches et de leurs parents. C'était juste une partie de la sociabilité à l'époque. Ils ont parlé pendant 1 minute avant qu'Evangelina ne referme la porte et revienne. Elle était pâle comme un linge. Elle avait l'air vide, complètement différente de son moi habituel. Je lui ai demandé ce qui s'était passé et si je devais appeler, mais elle a secoué la tête. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais toujours pas ce que Christian a dit à Evangelina. Elle est toujours restée discrète à ce sujet, mais cela m'a certainement laissé un sentiment très perturbant pendant des années après, d'autant plus que mon imagination débordait de toutes sortes de théories. Elle a dit quelque chose à nos parents une fois qu'ils sont rentrés à la maison. Je me souviens que mon père est allé dans son bureau pour appeler Christian. Il est entré en colère, c'est pas lourd. Nous pouvions entendre sa voix sévère à travers la porte, mais elle s'est finalement adoucie. Il a raccroché et est sorti. Il a expliqué qu'il s'agissait d'un malentendu, très similaire à cette première expérience que nous avions eue avec lui. Mais il prenait des photos de la maison, ai-je dit. Mon père m'a rapidement jeté un regard étrange. Il a fait quoi? Il a pris des photos de la maison avec l'un de ses appareils photo en papier. Appareil photo en papier, a répété mon père, demandant des précisions. Oui, comme un appareil photo jetable, avec un emballage en carton, a dit ma mère, s'adressant à ma sœur. Oui, comme ça, a-t-elle presque crié. J'avais l'impression que nous touchions enfin à quelque chose. Bon, a dit mon père. Je suis sûr qu'il y a une explication, mais je ne vais pas le rappeler maintenant, je lui parlerai plus tard. C'était tout. Ils nous ont envoyés au lit, comme des enfants qui ne savaient rien. Je me souviens être resté allongé dans le noir la majeure partie de la nuit, regardant par la fenêtre, me demandant si je verrais un éclat de lumière à travers les stores. Pourquoi diable viendrait-il prendre des photos de notre maison? A dit Evangelina. C'est probablement pour qu'il puisse entrer. Il aurait un plan extérieur de toutes les entrées et sorties. Et je suppose que dans mon esprit d'enfant, cela avait du sens, mais cela m'a vraiment effrayé. La prochaine fois que Christian est venu, c'était le lundi suivant. J'étais seul à la maison. Nous étions sortis de l'école à l'heure habituelle et avions pris le bus comme d'habitude, mais quand Evangelina et moi sommes descendus du bus, elle m'a ouvert la porte, puis a marché quelques rues jusqu'à la maison d'une amie. Il n'était pas rare qu'elle me laisse seule pendant une 30aine ou 40aine de minutes, puis elle courait chez nous juste avant que nos parents ne reviennent du travail. Cela ne me dérangeait pas d'être seul à la maison, car je pouvais regarder ce que je voulais, manger des collations, tout ça. Eh bien, à peine 5 minutes après m'être assis sur le canapé avec ma boîte de jus et mes bonbons gélifiés, quelqu'un a frappé à la porte. Je me suis figé sur place et j'ai essayé de disparaître dans les coussins. Je me souviens d'avoir essayé de ne pas faire pipi dans mon pantalon. Il faut se rappeler que j'avais 6 ou 7 ans à l'époque. Je n'aurais pas dû être sans surveillance. Heureusement, je savais que je ne devais pas ouvrir la porte, alors j'ai fait la seule chose qui avait du sens. J'ai fait semblant que personne n'était à la maison. Qui que ce soit, il partirait bientôt, non? Sauf qu'il n'est pas parti. Ce secousses insistants se sont transformés en coups violents. J'ose dire que cela me semblait familier. C'était ce même coup agressif de notre première expérience avec l'homme. Je savais que quelque chose n'allait pas et que c'était lui, alors je ne me suis même pas donné la peine d'aller à une fenêtre. Je suis simplement resté sur le canapé jusqu'à ce qu'enfin, à mon grand soulagement, il s'arrête. J'avais regardé l'horloge de la radio pendant 9 minutes pendant qu'il frappait à la porte, encore plus longtemps que la première fois. Christian était vraiment dérangé.
Avec cela, il n'est pas parti. J'ai observé avec horreur comment il s'est glissé sur le côté de la maison, vérifiant la fenêtre de la salle à manger, la plus grande à laquelle il pouvait accéder. Je me souviens que ma gorge s'est presque refermée sous l'effet de l'anxiété lorsque j'ai entendu qu'elle s'ouvrait. J'ai senti l'air chaud entrer depuis le patio. Il s'est penché et a regardé dans le salon. Nous nous sommes fixés du regard. Il a levé une main, puis a salué, comme s'il était une marionnette ou quelque chose comme ça, et m'a ensuite adressé ce sourire horrible. « Salut », a-t-il commencé. Je n'ai rien dit. « Est-ce que maman et papa sont à la maison ?» a-t-il demandé. Toujours rien de ma part. Oui, c'est ce que je pensais. Il s'est entièrement glissé à travers le cadre de la fenêtre. Encore à l'intérieur de la maison, je ne pouvais pas bouger. Jusqu'à aujourd'hui, c'était l'expérience la plus terrifiante de ma vie. Je ne pouvais pas voir ce qu'il faisait alors qu'il se déplaçait dans la maison, quelque part dans le couloir de l'autre côté de la salle à manger. Tout. Ce qu'il y avait là-bas, c'était la chambre d'Evangelina et la chambre de mes parents, et la porte principale menant à l'extérieur, avant de finalement revenir à moi dans le salon. Il n'est jamais revenu par le couloir, donc, où qu'il soit allé, c'était dans l'une de ses pièces. Finalement, il est revenu, m'a salué, a dit au revoir, puis est sorti par la fenêtre. Je n'oublierai jamais de voir son bras glisser par la fenêtre, en fermant le volet derrière lui. Vraiment effrayant, couvrant ses traces juste devant moi. Je savais que je n'étais qu'un enfant, qu'il était possible que personne ne me croie, et je pense qu'il comptait là-dessus. Finalement, ma sœur est revenue et m'a trouvé hystérique sur le canapé. J'ai commencé à trembler après qu'il soit parti à cause de la peur. J'ai renversé ma boîte de jus sur le canapé, ce qui m'a encore plus paniqué, pensant que j'allais maintenant avoir encore plus d'ennuis. Quoi qu'il en soit, je lui ai raconté ce qui s'était passé, ou du moins j'ai essayé. J'ai vu son visage se tordre d'inquiétude jusqu'à ce qu'elle comprenne enfin ce que je disais. Christian est venu, a frappé à la porte avant de simplement entrer dans la maison. « Est-ce qu'il t'a touché ?» m'a-t-elle demandé. J'ai secoué la tête. Evangelina a hoché la tête et a couru au téléphone, a appelé mon père, et avant que je m'en rende compte, nos deux parents entraient par la porte principale. Ils m'ont posé beaucoup de questions, me rassurant que rester sur le canapé n'était pas grave. Tout ce qu'ils voulaient savoir, c'était ce qui s'était passé avec Christian. Finalement, je leur ai raconté ce que je pouvais et où il était allé dans la maison. « Quelle fenêtre ?» a demandé mon père. J'ai pointé celle de la salle à manger. « D'accord, et ensuite, où est-il allé ?»« Dans le couloir, ai-je dit. »« D'accord, et après quoi ?» J'ai secoué la tête et j'ai recommencé à pleurer. Mes parents et Evangelina ont échangé un regard, puis ont convenu d'aller vérifier leur chambre. Ils ont compris qu'il avait dû entrer dans l'une d'elles. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu Evangelina faire un bruit étrange, comme un cri étouffé. Nos parents ont couru rapidement. À ce moment-là, je n'étais pas sûr de ce qu'ils avaient retrouvé, mais plus tard, j'ai découvert qu'un tas de ces affaires étranges avait disparu. Des sous-vêtements, une brosse à cheveux, des photos de son tableau de liège, des choses super effrayantes de harceleurs. Mon père a appelé Christian sans arrêt pendant les 24 heures suivantes, mais il n'a jamais répondu. Il n'est jamais revenu chercher la voiture, ne l'a jamais payée ni récupérée. Tout n'était qu'un prétexte pour s'approcher de nous, les filles. Christian a fini par être arrêté des années plus tard, alors que j'étais au lycée. Nous avons tous eu ce moment de « c'est quoi ce bordel ?» en voyant sa photo dans le journal. Il s'est avéré que Christian n'était même pas son vrai nom, et qu'il n'était certainement pas un mécanicien. C'était un voyeur professionnel et un agresseur sexuel, connu pour attaquer des familles. Je considère que nous avons eu beaucoup de chance de nous en sortir comme nous l'avons fait. Savoir que j'étais seul à la maison avec quelqu'un d'aussi violent, effrayant et imprévisible est une pensée nauséabonde, et toute ma famille partage ce sentiment. Son historique de crimes et d'abus est effrayant et semble n'avoir fait qu'empirer après notre première rencontre avec lui. Quant à notre incident, mes parents ont appelé la police et ont déposé un rapport, mais nous ne l'avons jamais revu, jusqu'à cette photo dans le journal environ 10 ans plus tard. Je me souviens que mon père appelait périodiquement le numéro que Christian nous avait donné, juste pour voir si quelqu'un répondait. Il l'a fait pendant des années. Une partie de moi se demande ce qu'il aurait dit si Christian avait répondu. Je suis allé à l'université dans une petite ville appelée Sheridan, dans le Wyoming. Je m'y suis installé à l'automne 2009
juste après qu'une des pires vagues de crimes ait secoué toute la communauté. Le plus fou, c'est que je me suis installé dans une maison située à seulement 2 portes de l'endroit où cela s'est produit. À l'époque, je vivais avec mes grands-parents, qui étaient vraiment sous le choc. Je me souviens de mon grand-père, assis à son bureau jusqu'à 2 ou 3 heures du matin chaque nuit, un verre de whisky dans une main et un pistolet près de l'autre. C'était un vétéran du Vietnam, et il prenait la sécurité très au sérieux. Après cette vague de crimes, il est simplement revenu à ses instincts de survie. J'étais nouveau dans la communauté quand toutes ces informations ont commencé à sortir, donc c'était un peu difficile à suivre. Je vais te donner un résumé de la manière dont j'ai compris toute l'affaire. Il y avait 3 garçons à Sheridan qui traînaient ensemble et étaient connus pour causer des problèmes, des comportements criminels mineurs. Leurs noms étaient Wyatt, Derry et Dennis, qui était le plus âgé, avec 18 ans à l'époque. Pour moi, ces noms ne signifiaient rien, mais pour les habitants de Sheridan, ils étaient bien connus et généralement les premiers à être pointés du doigt pour de nombreux délits mineurs en ville. D'après ce que j'ai compris, il semblait que ces 3-là étaient engagés dans une sorte de spirale de bêtises, créant tant de destruction autour d'eux qu'ils se sont mis en tête qu'ils devaient quitter la ville. C'était tout dans leur tête, car ils étaient des adolescents de 15, 16 et 18 ans. Rien de ce qu'ils faisaient n'était vraiment si grave. Pourtant, ils se sont convaincus qu'ils étaient des criminels endurcis et qu'ils étaient sur le point de fuir. Ils ont donc commencé à se procurer ce qu'ils pensaient être nécessaire, principalement de l'argent. Une série de cambriolages nocturnes leur a permis d'amasser une petite somme d'argent, quelques objets de valeur et un pistolet. Wyatt a obtenu l'arme dans une voiture dans laquelle il était entré par effraction et l'a donnée au groupe. À partir de là, ils ont eu l'impression d'avoir fait un grand coup, qu'ils pouvaient désormais commencer à voler pour de bon. Je pense que c'était dans les 72 heures qui ont suivi le volume de l'arme qu'ils ont pénétré par effraction dans la maison des Ernest en pleine nuit, avec l'intention de prendre tout ce qui avait de la valeur. Ils ne s'attendaient pas à trouver Bob et sa femme dormant dans leur lit, mais ils étaient préparés à cela. Maintenant armés du pistolet, ils ont ordonné à Bob et à sa femme de se coucher par terre, mais Bob n'a pas aimé cela. Il s'est levé du lit et s'est approché des garçons en leur disant de sortir de chez lui. L'un des garçons a appuyé sur la gâchette sans hésiter. Bob a reçu la balle dans la poitrine et est mort là, sur le sol de sa propre chambre. Sa femme est restée dans le lit, regardant toute la scène, ce qui a été sans doute la partie la plus tragique de l'histoire. Les garçons se sont immédiatement rendus compte qu'ils avaient fait une grosse erreur. Ils venaient de tirer une balle en pleine nuit dans une ville de moins de 14 000 habitants. Ils auraient pu quitter la ville cette nuit-là et ne jamais être arrêtés, mais avec leurs antécédents, il n'y avait aucun scénario dans lequel ils s'en sortiraient. La réalité était qu'ils n'avaient pas de moyens de transport, alors ils se sont cachés dans la ville jusqu'à ce qu'ils soient inévitablement découverts. Les 3 garçons ont été capturés en moins de 24 heures. L'enquête a été claire et rapide, ils ont été condamnés à perpétuité, ou du moins c'est ce que j'ai entendu. La rumeur disait que la perpétuité avait été annulée pour les 2 qui n'avaient pas appuyé sur la gâchette, mais personnellement, je n'ai jamais enquêté. Je ne peux pas dire que mon séjour là-bas a été gâché par cet événement. La communauté restait belle, il y avait toujours de petits groupes sociaux agréables, mais je ne peux pas dire que cela ne m'a pas affecté. Sheridan est une petite ville, un endroit où les meurtres ne se produisent tout simplement pas souvent. Étant nouveau dans la ville, je pouvais remarquer quand les anciens résidents étaient méfiants envers moi. Il y avait une ombre sur les habitants de longue date, une ombre de suspicion et de peur de l'inconnu, une vraie paranoïa. Comme je l'ai mentionné plus tôt, mon grand-père faisait le tour de la maison chaque nuit, vérifiant les fenêtres jusqu'au lever du soleil certaines nuits. Les voisins, qui étaient des personnes âgées discrètes, faisaient de même. Mais l'université était encore plus stricte. Tout le personnel était un peu tendu, inquiet, et les étudiants aussi. Le corps étudiant était grand pour une si petite ville, car beaucoup d'entre eux venaient d'autres régions, comme moi. Nous étions tous sous le choc en entendant parler de quelque chose d'aussi atroce se produire à seulement quelques rues de là. Cela nous a fait regarder les autres étudiants avec prudence, comme si n'importe qui pouvait être un voleur ou un meurtrier. Je me souviens que ce premier semestre a été l'un des plus tendus que j'ai jamais ressentis, non seulement à l'école, mais dans toute la ville. Que Bob repose en paix. En fait, j'étais au lycée avec Wyatt, Derry et Dennis. Je ne dirais pas qu'ils étaient des garçons sympas ni rien, mais quand j'ai entendu ce qu'ils avaient fait, j'ai été surpris.
Je veux dire, c'était le genre de gars qui lançait des boulettes de papier en classe, faisait des bruits forts pour distraire le professeur. Il était difficile d'imaginer qu'il puisse pénétrer par effraction chez quelqu'un et commettre un meurtre. Nous étions tous sous le choc le lendemain matin, surtout quand tous les détails ont commencé à émerger. Ils avaient volé un pistolet, pénétré dans une maison, forcé un couple de personnes âgées à sortir du lit pendant leur sommeil. C'était comme si nous discutions des détails d'une affaire à Los Angeles ou à New York. Ce dont nous parlions ne se produisait tout simplement pas à Sheridan, et pourtant, c'était arrivé, et certains de mes camarades de classe en étaient responsables. Je me souviens de Derry comme étant drôle, presque comme le type de clown de la classe. Il faisait des blagues et arborait toujours un sourire sur son visage. C'était le genre de garçon que l'on regardait vraiment dans le couloir, juste pour voir ce qu'il allait faire. Il venait d'une bonne famille. Je pense qu'il s'en sortait assez bien financièrement, alors entendre qu'il s'était impliqué avec Dennis et sa vague de crimes a été déchirant. Il était le dernier que j'aurais imaginé être impliqué. Mais comme tout le monde le disait, il y avait quelque chose dans l'énergie de ces trois garçons, ils s'encourageaient les uns les autres d'une manière qui leur faisait penser qu'ils pouvaient tout faire et ne jamais se faire prendre. Pauvre Wyatt, ce dont je me souviens le plus de lui, c'est qu'il aimait les grands espaces. Il aimait camper, pêcher, toutes ces choses. Mais ce qu'il aimait vraiment, c'était le rodéo. S'il avait eu plus d'accès à ses centres d'intérêt et à ses préférences, peut-être ne se serait-il jamais autant impliqué. Des trois, il semblait avoir le mode de vie le plus sain. Il avait en fait ses propres passe-temps et intérêts, en dehors de causer des problèmes. Penser qu'il a tout laissé tomber pour une nuit de ceux qu'il pensait être amusants est tout simplement insensé à penser maintenant. Dennis, c'est le seul qui ne me surprend pas. Il avait un long passé, mais en dehors de cela, il semblait aimer créer le chaos. Il détestait l'école, volait dans les magasins et dans les maisons des gens. C'est triste à dire, mais il allait probablement toujours suivre le chemin de la prison. Il avait une réputation de fanfaron, de faire des menaces. Il y avait même des rumeurs qu'il faisait du mal aux animaux. Étant enfant, nous faisions la seule chose que nous pouvions faire. Nous l'évitons tout simplement. C'est répugnant, je le sais, mais je suis reconnaissant que cela n'ait pas été pire cette nuit-là. Mes amis et moi avons fait des cauchemars pendant le reste de l'année scolaire à propos de ce groupe de garçons entrant par effraction chez nous, tuant nos parents de la même manière exacte, et je suppose que ce n'était vraiment pas totalement hors de question. Un garçon comme Dennis avait des ennemis, des garçons à l'école qu'il n'aimait pas, et il aurait suffi d'une petite suggestion. Il aurait pu entrer par effraction dans une autre maison cette nuit-là, peut-être même la mienne. Aussi difficile que cela puisse être à imaginer, j'étais là la nuit où Raphaël a été tué. J'ai vécu à côté des Ernest pendant des années. Jamais je n'aurais pensé que quelque chose comme ça pourrait arriver à Bob. Il n'y a eu aucun avertissement, aucun prélude d'événements étranges ou de confrontations, rien. Et honnêtement, c'est pour moi la partie la plus effrayante. Cette affaire me touche vraiment parce qu'elle était complètement aléatoire. Ces garçons ont simplement choisi une maison qui semblait sombre, vide et peut-être riche, et se sont complètement engagés dans le cambriolage. Il était tard dans la nuit, mais je ne me souviens pas de l'heure exacte. En fait, je dormais quand j'ai commencé à entendre quelque chose de bizarre dehors, des pas, des voix parlant. Je pouvais dire qu'ils essayaient de parler doucement, mais ils ne le faisaient pas très bien. Cela m'a vraiment rassuré cette nuit-là. Je pensais que c'était simplement quelqu'un qui rentrait tard chez lui. Assurément, quelqu'un qui commet un crime prendrait beaucoup plus de précautions pour être silencieux dans ses actions. Quoi qu'il en soit, ils ont fait quelques tours autour de la maison des Ernest avant de se glisser par une fenêtre. Je pense que c'était l'une des petites ouvertures du rez-de-chaussée menant au sous-sol. Beaucoup de maisons ici ont des sous-sols et les fenêtres peuvent être forcées avec suffisamment de pression. Les nôtres se sont brisées une fois avec une tempête de vent suffisamment forte. À moitié endormi dans ma propre maison, je pensais que la personne était simplement rentrée chez elle. Je ne pensais pas qu'elle s'était glissée par une fenêtre. Après cela, tout est devenu calme. J'étais sur le point de me rendormir quand les cris ont commencé. Soudain, il y a eu du tumulte à côté. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Je pensais que c'était peut-être un incendie ou un autre type d'urgence jusqu'à ce que je réalise que j'entendais de nombreuses voix différentes, aucune desquelles je ne reconnaissais. « Ne bouge pas, reste dans le lit ou tu te feras mal. Ne bouge pas, bordel. Dis-nous où sont les bijoux, donne-nous la combinaison du coffre-fort. » Cela, ainsi que d'autres menaces, étaient criées à plein poumon.
J'ai eu l'impression d'avoir entendu tout cela pendant une éternité, mais en réalité, cela n'a probablement duré que 90 secondes. Les cris allaient et venaient, la plupart d'entre eux étant juste des demandes directes, puis j'ai entendu une sorte de lutte. À ce stade, je me levai du lit, pensant à prendre le téléphone quand je l'ai entendu. Le son indubitable d'un coup de feu. Je me souviens m'être immédiatement jeté à terre en pensant que les balles pourraient traverser les murs et pénétrer dans ma propre maison. Nous étions assez proches pour que cela soit une possibilité réelle. Quand la lumière du coup de feu a traversé les fenêtres, je me suis glissé vers le téléphone et j'ai composé le 911. La ligne était occupée. Apparemment, tout le monde dans la rue appelait aussi la police. C'était une bonne chose, car ce que j'avais pris pour une sortie nocturne de voisins était évidemment quelque chose de beaucoup plus dangereux. J'ai recomposé et j'ai eu le même résultat, alors j'ai simplement attendu. Ce fut une grande erreur, car les choses que j'ai entendues me hantent encore à ce jour. Je pouvais entendre Bob traverser le processus de la mort, même à une maison de distance. Un coup, un grognement, un autre coup, puis une respiration saccadée et gargouillante, horrifiante. C'était un homme que je connaissais très bien, un pilier de notre communauté. Je ne pouvais pas imaginer ce qui aurait poussé quelqu'un à le tuer. Ensuite, j'ai pu entendre sa femme sangloter, crier, supplier de l'aide, probablement aussi essayer d'appeler la police. Je pouvais aussi entendre les meurtriers, qui qu'ils soient, paniquer et courir désespérément dans la maison, renversant des choses, cherchant des objets de valeur avant de finalement s'enfuir par la porte principale et la porte arrière, fuyant dans des directions différentes. Je suis resté là, paniqué, attendant de voir si quelqu'un allait essayer d'entrer chez moi. Cela aurait pu être un endroit naturel pour se cacher après un crime aussi fou. Heureusement, personne n'a essayé d'ouvrir mes portes ou fenêtres, alors j'ai supposé qu'ils essayaient simplement de fuir et non de se cacher. La chose suivante que j'ai su, c'est que ma maison était illuminée par des lumières rouges et bleues, une patrouille après l'autre entrant dans l'allée des Ernest, une ambulance, des équipes de secouristes, même le camion médical des pompiers est arrivé. Encore une fois, c'est une très petite ville. Quelque chose d'aussi inhabituel pour nous était un appel à l'action à grande échelle. Tout le monde voulait être sur place, se rendre disponible après un acte aussi malveillant. Les garçons ne sont pas allés bien loin. La femme de Bob connaissait certains d'entre eux par leur nom. Ils ont été capturés cette nuit-là ou le lendemain matin sans incident, traités et ensuite la justice a été rendue. Ils ont tous essayé plusieurs fois d'annuler les peines de prison à perpétuité qu'ils ont reçues, mais la Cour suprême a refusé. Quant à nous autres, la ville n'a plus été la même après cela, du moins pendant quelques années. Nous étions comme Mayberry avant le meurtre. Certains d'entre nous ne fermaient littéralement pas les portes de leur maison, voiture ou quoi que ce soit d'autre. Nous n'avions tout simplement pas ce genre de criminels ici. Depuis ce meurtre, les temps ont changé. En fait, nous avons eu quelques autres meurtres depuis, mais les gens semblent de moins en moins réagir. Aujourd'hui, la jeune génération ne semble pas aussi affectée. Ils ne semblent pas se soucier de ce qui se passe dans leur propre communauté tant que cela ne leur arrive pas directement. Une façon de penser très étrange, que je ne comprends pas. Mais bon, je suis un vieil homme, qu'est-ce que j'en sais? Je suis retraité des forces de l'ordre depuis presque une décennie, mais j'étais en service la nuit où ces garçons ont tué Raphaël. C'est un incident vraiment tragique, presque un accident, honnêtement. Ce garçon était stupide, sauvage, et ne faisait rien de bon, mais je ne peux pas dire qu'aucun d'eux n'avait le cœur d'un meurtrier. Je pense qu'une chose a conduit à une autre, une mauvaise décision après l'autre, et bientôt, ils étaient trop profondément impliqués. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais reçu un appel comme celui que j'ai reçu cette nuit-là. Nous avons été appelés par radio à la maison des Ernest, comme tout le monde cette nuit-là. Je travaillais pour le commissariat local, pas pour le département du shérif du comté, donc j'étais l'un des premiers à arriver. La rue était illuminée par tous les voisins sortant de chez eux, la moitié d'entre eux armés, se tenant seuls dans la rue en attendant d'entendre ce qui se passait. Nous avons bouclé la propriété et leur avons dit de rester en arrière et de ranger leurs armes. Le département de police de Sheridan avait la situation en main. La première chose à faire était de sécuriser la scène et de sortir la pauvre Linda de là. Sa femme était en état d'hystérie absolue et Raphaël était en fait encore en vie. Juste au moment où nous avons dégagé la scène et tout bouclé, les secouristes sont arrivés, ont mis la victime dans l'ambulance et l'ont transporté à l'hôpital. Malheureusement, il est décédé cette nuit-là. La blessure par balle était trop grave à une si courte distance. Bob était un homme âgé, un vétéran militaire, donc c'était tragique pour nous de voir un type comme lui, de notre communauté, être assassiné dans sa propre maison.
Linda nous a donné le nom de l'un des garçons et tout a dégringolé après cela. Dès qu'elle a dit Dennis, j'ai su qu'il ne pouvait être accompagné que de certains individus lors d'un crime de cette ampleur. Comme je l'ai dit auparavant, ces garçons ont été traités de nombreuses fois, mais nous n'avons jamais vu venir quelque chose comme ça. Dennis avait grandi avec un passé de mauvais comportement. Se battre à l'école était un gros problème. Nous l'avions pris en train de vandaliser des choses auparavant, ainsi que de nombreux vols et cambriolages. Cela dit, à chaque fois que nous l'avons attrapé, il avait moins de 18 ans, donc nous ne pouvions pas faire grand-chose, et il ne s'est rien passé de plus. Sa famille ne l'a pas discipliné d'une manière qui comptait, donc Dennis a simplement continué à mener ce style de vie insouciant jusqu'à ce qu'il ait 18 ans. À ce moment-là, je pense qu'il savait que la réalité de la situation avait changé pour lui et à cause de cela, il a décidé d'augmenter le calibre des crimes. Et c'était dommage, car aucun des garçons n'était si impitoyable par lui-même. Quelque chose dans le fait d'être ensemble les faisait constamment augmenter la mise. En fait, quand ils étaient seuls, c'était en réalité de bons garçons. Un grand sens de l'humour, un bon sens de l'éthique de travail. Mais dès qu'ils se retrouvaient tous dans la même pièce, cela devenait des bêtises, du chaos, de la malhonnêteté et des problèmes. Malheureusement, Raphaël et le reste de la famille Ernest ont dû payer le prix pour que ces garçons comprennent le poids de leur propre réalité. Nous avons agi rapidement cette nuit-là et les avons tous attrapés le matin. 2 d'entre eux sont simplement rentrés chez eux, Derry et Wyatt. Ils ont été faciles à localiser et se sont effondrés sous la pression de l'interrogatoire presque immédiatement. L'histoire a rapidement commencé à prendre forme. Dennis avait en quelque sorte convaincu les autres garçons qu'ils étaient une sorte de gang de rue et qu'ils devaient obtenir les moyens de quitter Sheridan. C'est une pensée courante ici pour nos jeunes délinquants. Il y a quelques écoles privées pour jeunes en difficulté. Beaucoup d'entre eux ont la même perspective. Sheridan n'est qu'un endroit d'où s'échapper. Ce qui est effrayant, c'est que notre ville est très isolée, nichée le long de la frontière avec le Montana, donc les options pour ces garçons sont assez limitées. La plupart d'entre eux finissent par voler des voitures ou errer dans le désert, et s'il fait hiver, les températures peuvent facilement descendre à des niveaux que la plupart considéreraient comme mortels. De nombreux chauffeurs de camions ici signalent voir des garçons essayant de faire de l'autostop sur les routes dans et hors des villes, généralement un qui s'échappe ou un criminel essayant de se rendre à la ville suivante. C'est un problème très étrange à gérer en vivant dans une communauté aussi rurale, mais c'est mieux que d'avoir un tas de toxicomanes ici, je suppose. C'est là que tout a commencé. Dennis convainquant les autres garçons qu'il était temps de quitter la ville et de devenir de véritables criminels. Derry et Dennis ont commencé à voler de l'argent partout en ville, littéralement partout où ils pouvaient trouver de l'argent ou des objets de valeur. Wyatt avait une idée différente. Sachant que c'était la petite ville tranquille que nous connaissons tous et aimons, il a commencé à essayer les poignées de porte, sachant qu'il en trouverait beaucoup déverrouillées. Il ne lui a fallu que quelques tentatives, et bientôt, il avait sa propre petite somme d'argent, ainsi qu'une arme à feu chargée. Quand il l'a montré à Dennis, cela a changé toute la perception de ces garçons. Ils étaient dans le coup maintenant. Trouver ce pistolet a ouvert une nouvelle avenue d'options à ces garçons. Comme je l'ai dit, nous pouvons être la capitale des fugitifs de tout le pays, mais très peu d'entre eux, peut-être aucun, n'avaient eu l'idée d'obtenir une arme avant de fuir. Rien n'assurerait un voyage plus rapide. Peux-tu imaginer t'arrêter pour 3 garçons faisant de l'autostop dans le froid pour que l'un d'eux sorte un pistolet et te dise de conduire jusqu'à CE que le réservoir soit vide? C'est effrayant, parce que c'est là où ils se dirigeaient, mais ils n'ont jamais atteint ce point. Dennis a tout foutu en l'air pour eux avant qu'ils n'en aient l'occasion. Il a lâché l'arme après avoir appuyé sur la gâchette et s'est enfui comme les autres. Nous savions qu'il n'était pas armé, ou du moins nous espérions qu'il ne l'était pas pendant que nous cherchions dans toute la ville cette nuit-là et le matin suivant. Il savait que rentrer chez lui n'était pas une bonne idée, alors il a sauté d'une maison d'amis à une autre, faisant tout son possible pour éviter tous les endroits habituels où il pourrait se trouver. Un signalement est venu d'un voisin qui promenait son chien dans le parc ce matin-là. Il a dit avoir vu Dennis coupé par la zone. Nous avons inondé tout le parc, mais il a disparu. Les garçons qui errent la nuit connaissent toutes les petites avenues d'évasion. Pourtant, ce n'est pas une heure après cela que nous l'avons coincé entre un quartier voisin et quelques commerces. Il s'est rendu, a accepté de venir avec nous et a commencé à éviter toutes les questions que nous lui avons posées. Une fois que nous lui avons expliqué que nous avions déjà Wyatt et Derry en détention et qu'ils avaient avoué et l'avaient dénoncé, alors il a commencé à parler. Il a fait de son mieux pour essayer de rejeter la faute sur les autres garçons aussi, mais cela n'a pas fonctionné, car Wyatt nous avait tout expliqué soigneusement, avait même admis avoir trouvé l'arme et l'avoir remise.
Nous avions même les empreintes digitales de Dennis sur l'arme, ainsi que le témoignage de Linda Ernest. Les 3 garçons ont été condamnés à perpétuité, mais Derry et Wyatt ont ensuite vu leur peine réduite à 25 ans pour le meurtre et 10 ans pour le cambriolage, soit un total de 35 ans de prison. Ils auront 50 ans quand ils sortiront, et beaucoup d'habitants d'ici n'ont même pas voulu entendre parler de la peine réduite. Bob était un homme d'affaires local en ville, il avait le respect de presque tout le monde que tu pourrais imaginer. Ce qui est le plus fou pour moi, c'est que cela s'est passé il y a 15 ans. Je suis à la retraite depuis un bon moment déjà. Mais pour beaucoup d'entre nous qui sommes ici depuis longtemps, ce meurtre semble encore s'être produit hier soir. Bon sang, jusqu'à aujourd'hui, rien de tel n'a encore eu lieu. Il y a peut-être eu 2 meurtres clairs depuis, mais les 2 étaient comme des disputes sur des parkings, où les 2 parties étaient agressives, jusqu'à ce que quelqu'un aille trop loin. Personne n'a été abattu chez lui depuis Bob. Si nous ne les avions pas arrêtés aussi rapidement que nous l'avons fait, qui sait quel aurait pu être le nombre réel de morts? Je me suis installé à New York avec les mêmes aspirations folles que beaucoup d'autres avaient. Je ne savais pas exactement ce que je voulais faire, mais j'avais une idée générale. Je me suis toujours senti comme une personne créative, alors je m'imaginais travailler sur des plateaux ou faire des courses pour une société de production. Je n'ai même pas pu obtenir un entretien avec les quelques entreprises que j'avais trouvées dans l'annuaire. Mon argent s'est épuisé et j'ai commencé à sombrer dans ce style de vie de classe inférieure qui m'attendait. J'ai réalisé que je devais trouver quelque chose rapidement. J'ai accepté le premier emploi qu'on m'a proposé. J'ai été embauché dans une pension pour chiens, une sorte de refuge pour animaux où je lavais les chiens et nettoyais les cages pendant 8 heures par jour. C'était misérable, je détestais chaque seconde, car ce n'étaient pas des animaux amicaux, mais des chiens de combat récupérés dans les rues de New York. Chaque quart de travail était une bataille de suprématie dans ce refuge. Recevoir des morsures, être uriné dessus, cela faisait simplement partie du travail. L'autre problème, c'est que je sentais constamment le chien mouillé, ce qui rendait difficile l'obtention d'entretien après mon travail, car je devais toujours courir chez moi, me doucher et ensuite me changer. À ce moment-là, tous les bureaux que j'essayais de joindre étaient déjà fermés. Honnêtement, c'était une situation perdante des 2 côtés pour moi. Un certain temps a passé et je ne m'adaptais tout simplement pas bien. Il faut savoir que j'avais 22 ans à l'époque, et je crois que c'était au début des années 2000. Malheureusement pour moi, mes conditions de vie ont créé une situation où j'ai commencé à boire tous les jours. J'avais quelques amis que j'avais rencontrés dans les bars et à mon travail, ainsi que des voisins dans l'immeuble. Il n'était pas rare que nous nous saoulions tous lors de nos jours de congé, que nous mettions de la musique à fond et jouions au beer pong. Nous étions tous pauvres comme des rats, mais nous nous réunissions et rassemblions toujours un peu d'argent, juste pour pouvoir faire la fête. Ce n'était pas pour cela que je m'étais installé à New York, donc cela s'est épuisé assez rapidement, d'autant plus que nous étions tous très serrés en ce qui concerne les budgets et le paiement de nos factures. À mesure que je buvais davantage, j'ai commencé à arriver en retard au travail, à mal performer et à me plaindre. En quelques semaines, j'ai été licencié. C'est quelque chose de normal dans la ville, car il y a une file d'attente de personnes prêtes à vous remplacer. Je pense que j'ai été licencié en octobre et j'avais juste assez d'argent pour survivre 1 mois de plus, peut-être 2. Je me souviens d'avoir touché le fond cet hiver-là, qui m'a laissé tremblant dans l'obscurité de ma propre création. Je vivais déjà dans un véritable taudis, un endroit vraiment effrayant, et je ne pouvais pas me réveiller de ce cauchemar. Je luttais pour joindre les 2 bouts, travaillant autant que possible juste pour garder un toit au-dessus de ma tête, mais cela ne semblait jamais suffisant. La ville était cette amante cruelle, exigeant toujours plus, prenant tout ce que j'avais sans jamais me donner une autre chance. C'est simplement la façon de vivre dans ces grandes métropoles. Si vous n'êtes pas déjà établi, ou au moins financièrement prêt, la ville vous dévorera. Cela arrive aux gens tous les jours, tombant sur le bord du chemin, et je ne parle même pas des temps de Covid. La ville de New York a été difficile à vivre pendant un siècle, et je parierai mon argent là-dessus. Cela dit, m'y installer était mon choix, et maintenant aussi mon erreur. Je n'aurais jamais dû déménager dans une ville au rythme aussi rapide et à l'économie si élevée, avec rien d'autre que des rêves éveillés en poche. Comme vous pouvez l'imaginer, j'ai été expulsé de mon appartement, un petit trou dans le mur que j'avais appelé maison pendant quelques mois. Le propriétaire n'avait pas à cœur que je me batte, que je fasse tout mon possible pour payer le loyer, il voulait juste que je parte. Il voulait aussi que j'emporte mes affaires. Je me suis retrouvé sans rien, sans endroit où aller et sans personne à qui me tourner.
L'anxiété était étouffante, la peur d'être seul et vulnérable dans une ville qui s'en moquait. C'était une peur à laquelle je n'avais jamais été confronté auparavant. Honnêtement, une fois que j'étais à court d'argent, toutes les personnes que je considérais comme des amis ont cessé de me fréquenter, ne répondant même pas à un appel ou à un email. Mais je suppose que ce n'est pas comme si j'avais un téléphone très longtemps après avoir reçu ces papiers d'expulsion. C'était terrifiant car quelqu'un pouvait apparaître à tout moment, probablement la police, et me forcer littéralement à quitter l'appartement dans lequel je me trouvais. Je ne pouvais pas manger, je ne pouvais pas dormir, attendant juste le moment, cherchant n'importe quelle option pour payer le loyer. L'autre problème, c'était toutes mes affaires. Si quelqu'un venait vraiment me mettre dehors, je n'étais pas prêt à tout laisser derrière moi. Tout serait jeté à la rue, et les vautours que sont mes voisins voleraient tout avant que je ne puisse sauver même un seul carton. J'ai réalisé que je perdrais tout si je ne commençais pas à bouger d'une manière ou d'une autre. J'ai rassemblé ce peu d'argent que j'avais. Je dirais peut-être $200 de ce travail au refuge pour animaux. En plus de cela, j'avais plusieurs articles de valeur. Je les ai vendus à bas prix juste pour sécuriser les fonds. Des choses comme un détecteur de métaux, un kit de batterie électrique, littéralement les choses les plus aléatoires que vous puissiez imaginer. Quoi qu'il en soit, cela a fait grimper mes économies à plus de $1000. C'était suffisant pour me trouver un nouvel endroit, un studio qui était un cran en dessous de celui que je venais de perdre. Je n'ai même pas visité l'endroit, j'ai juste appelé et réservé, j'ai dit que j'aurais l'argent au moment de l'emménagement. Le type au téléphone a aimé ça, donc je savais que je me préparais à vivre dans un véritable dépotoir. J'ai imaginé que l'endroit était en mauvais état, peut-être même avec des fuites, des tuyaux défectueux. Certains de ces vieux bâtiments de New York sont connus pour la moisissure noire, l'amiante et même les fuites de gaz. Mais la peur de transporter mes affaires à travers la ville était presque trop difficile à supporter, bien pire que les merdes que je viens de mentionner. J'étais une cible, une âme vulnérable portant des cartons de choses dans les rues, priant juste qu'on me vole ou pire. C'est New York, bébé. Des choses pires arrivent tous les jours, et étant un étranger, j'ai cru tous les mythes sur la violence dans les rues. Quelles options avais-je vraiment? Je me suis juste assuré de le faire pendant la journée pour que les gens normaux soient aussi dehors. J'ai déménagé le lendemain, avec le cœur battant à chaque pas, mes yeux scrutant la foule à la recherche de tout signe de danger. Il y avait des personnages louches rôdant dans l'ombre, m'évaluant, se demandant si cela valait la peine, mais personne ne m'a volé, personne ne m'a attaqué. Il m'a fallu 5 ou 6 allers-retours, et tout. Ce qui était vraiment lourd était inutile, alors je l'ai laissé derrière moi. Transporter mon matelas dans la rue a été l'une des choses les plus embarrassantes qui me soient arrivées. Mais bon, j'avais besoin d'un endroit pour dormir. Je suis arrivé à mon nouvel appartement, un petit studio qui sentait la moisissure et le désespoir. C'était ma maison pour l'instant. L'endroit était au-delà du dégoûtant. Quand j'ai ouvert le robinet pour la première fois, il a littéralement expulsé une famille de cafards des tuyaux. La bière était mon réconfort, mon refuge dans cette obscurité. J'ai passé l'après-midi à me reposer sur le canapé, à regarder la télévision et à boire seul. L'appartement était bruyant. Les bruits de la ville se glissaient à travers ces murs minces comme un battement de cœur malade, mais je m'en fichais. J'étais trop occupé à noyer mes peines dans ce doux nectar doré de la bière. Ce n'est que lorsque j'ai ouvert la dernière que je me suis rappelé du frigo rempli de bonnes choses. Un pack de 6 bières, un peu de nourriture chinoise et qui sait quoi d'autre. J'ai gardé la clé, prévoyant de la rendre le matin, mais je voulais tout de suite. Le chemin de retour à mon ancien appartement était ce champ d'ombres et de peur. L'obscurité semblait presque tourner autour de moi comme quelque chose de vivant, les lampadaires projetant ses longs doigts ominous sur le trottoir. J'ai continué, poussé par ma soif de bière et ma propre stupidité. Je suis arrivé à mon ancien appartement indemne, j'ai glissé la clé dans la serrure avec ce clic satisfaisant, je suis entré et mes yeux se sont rapidement adaptés à l'obscurité. L'air était chargé de l'odeur de décomposition et de pourriture, les restes de ma vie passée flottant simplement comme un fantôme. Il y avait même du vomi non nettoyé dans un coin, des tas de canettes de bière vides, des preuves d'un vrai déchet humain. J'ai trouvé ce que je cherchais, la bière et la nourriture chinoise, et j'ai fait ma dernière inspection, mais pas résonnant sur les murs. Je n'ai rien trouvé d'autre, aucun trésor caché ou souvenir oublié, juste les échos de mes propres pas me poursuivant comme un spectre. Une partie de moi espérait honnêtement trouver un chèque de paie oublié, ou peut-être même une enveloppe avec une carte d'anniversaire et un billet de $20 froissé dans les plis. Rien, juste ces trucs dans le frigo.
J'ai laissé ma clé sur le comptoir de la cuisine, un symbole de mon abandon complet, puis j'ai fermé la porte d'entrée derrière moi. L'air nocturne était frais et propre, une sensation bienvenue après l'obscurité suffocante de l'appartement. J'ai ouvert une bière sur le chemin de retour à la maison, avec le son de la languette s'ouvrant comme une petite explosion dans le calme de la nuit. J'étais complètement inconscient, perdu dans mon propre petit monde de bière et d'obscurité, et c'est là que je crois que tout a commencé à mal tourner. J'ai parcouru le dernier tronçon jusqu'à mon immeuble, qui était un véritable dépotoir, coincé entre deux grands complexes de condominium. Les fenêtres de nombreuses unités du rez-de-chaussée étaient grillagées, tout comme la porte d'entrée du bâtiment, qui de toute façon était de la merde. Il y a un code d'accès pour laisser entrer les résidents, ainsi qu'une clé pour fournir un peu de sécurité en l'absence de portier. J'ai lutté pour ouvrir la porte, les mains pleines de bière et de nourriture chinoise. J'ai finalement réussi à entrer, mais mon soulagement a été de courte durée. Le sol était glissant avec un liquide quelconque, et je ne m'en suis rendu compte que trop tard. J'ai glissé et suis tombé, mon corps heurtant le sol avec un bruit sourd et nauséabond. Je suis resté là un moment, étourdi et désorienté, ma hanche, mon dos et mon genou criant de douleur. Au début, j'ai attendu que quelqu'un vienne m'aider, mais personne n'est venu. J'ai réalisé que c'était un nouvel immeuble, un immeuble de classe inférieure, et faire du bruit était assez courant ici, alors j'étais seul. La panique a commencé à s'emparer de moi lorsque j'ai compris que je pourrais rester allongé là pendant des heures, seul et blessé. Le sol sentait quelque chose de rance, comme de la merde de rat et de l'urine humaine. C'était le seul endroit où je pouvais m'allonger. Pendant que je restais là, j'ai senti mon genou et ma cheville enflés, les muscles se contractant de douleur. Je savais que je devais me lever, mais je ne pouvais pas bouger. J'étais piégé, impuissant et seul. Puis je l'ai vu. La porte d'entrée était encore partiellement ouverte, retenue par l'une des boîtes de nourriture chinoise. J'ai réalisé que je pourrais attirer l'attention de quelqu'un dans la rue s'il passait par là. Il était déjà assez tard à ce stade, presque minuit, donc mes chances que quelqu'un passe ou traverse le bâtiment étaient beaucoup plus faibles que d'habitude, surtout dans le quartier dangereux où je me trouvais. Mais quand j'ai regardé vers la porte, j'ai vu une silhouette sombre qui la saisissait de l'extérieur et l'ouvrait. Mon cœur a fait un bond pendant un instant en ressentant une vague de peur. Qui était cette personne? Pourquoi entrait-elle? J'ai essayé de parler, mais ma voix n'était qu'un murmure. Peut-être qu'ils m'ont vu tomber ou qu'ils m'ont simplement remarqué sur le sol et venaient m'offrir de l'aide. C'était le meilleur scénario possible et celui pour lequel j'étais désespérément en train d'espérer. J'ai souri et dit bonjour du mieux que je pouvais et j'ai commencé à expliquer ce qui m'était arrivé, traînant les mots dans un état d'ivresse. La silhouette se tenait au-dessus de moi, ses traits obscurcis par l'obscurité. Clairement, cette personne n'avait pas de bonnes intentions. J'ai essayé de me lever, mais mon corps blessé ne coopérait tout simplement pas. J'étais piégé, complètement à la merci de cet inconnu. Et puis, aussi soudainement qu'il était apparu, la silhouette s'est jetée sur moi. Au début, j'ai lutté, mais le gars m'a attrapé la tête avec ses deux mains et l'a frappé contre le sol. Après ça, je n'ai vu que des étoiles. Il a fouillé dans mes poches, m'a enlevé mes chaussures, a fouillé chaque petit recoin et fissure qui pouvait offrir quelque chose, et figurez-vous, il a même pris ma bière. Pendant que j'étais allongé là à me faire fouiller et voler, j'ai réalisé que c'était probablement juste un vagabond passant dans la zone et que d'appeler la police ne servirait à rien. Quoi qu'il en soit, j'ai fait de mon mieux pour me défendre, mais dans l'état où j'étais, je ne pouvais même pas lui poser des problèmes. Il a vidé mes poches et a tout pris, puis a disparu par la porte. Il ne m'a pas agressé plus que ce coup initial à la tête, mais il était sale, il sentait mauvais, toute l'expérience m'a dégoûté. À la fin, j'ai dû rester là une autre heure jusqu'à ce qu'un de mes nouveaux voisins arrive du travail et me trouve allongé dans le hall. Il a appelé la police, mais c'est tout. Il m'a aussi laissé là après avoir constaté que j'allais plutôt bien. Ce fut une expérience terrifiante, une qui m'a ouvert les yeux sur le style de vie au cœur d'une grande ville. Je me suis ressaisi et j'ai économisé un peu d'argent, et j'ai fini par déménager hors de l'État peu de temps après ça. Se faire voler alors que j'étais incapable de bouger sur le sol était quelque chose dont j'avais besoin pour avoir une perspective réelle sur la vie. Vous vivez seul, même dans l'une des métropoles les plus peuplées du monde, n'importe quoi peut vous arriver. Je vis à Los Angeles, dans la banlieue.
C'est un quartier plutôt agréable, la plupart de nos voisins sont assez riches, mais il n'est pas rare d'entendre ces hélicoptères de police tard dans la nuit. La nuit où l'histoire s'est déroulée, un hélicoptère était juste au-dessus de notre maison, et le projecteur balayait d'un côté à l'autre. Ma femme et notre petit garçon dormaient dans la chambre avec moi. Aucun d'eux ne s'était réveillé. J'ai pensé qu'il serait préférable de sortir mon fusil du placard et de le préparer pour me rassurer. J'ai sorti mon Remington Pump, les chargé avec des balles à chevrotine et des cartouches de plomb. Je suis sorti dans le salon et j'ai fermé la porte de la chambre derrière moi. Oui, nous avons une serrure sur la porte de la chambre. J'ai éteint toutes les lumières à l'intérieur et ensuite allumé toutes les lumières extérieures de notre jardin. Là, j'étais en t-shirt et pantalon de pyjama, avec un fusil, marchant occasionnellement vers les fenêtres de chaque côté de ma maison. Le faisceau continuait de tourner et le projecteur de se déplacer d'un côté à l'autre. Je me suis rapidement assis sur ma chaise et, en moins d'1 minute, j'ai commencé à m'endormir à nouveau. C'est alors que j'ai vu une silhouette passer devant la porte coulissante de notre patio arrière vers notre côté. Je suis resté là, incrédule, attendant que cela se reproduise. Quand cela ne s'est pas reproduit, j'ai pensé que j'avais peut-être vu une ombre projetée par le projecteur, mais cela n'expliquait pas les pas que j'avais clairement entendus passer par la porte arrière. Je suis resté les yeux ouverts, essayant de rester aussi alerte que possible. Je suis sûr d'avoir vu l'homme passer à nouveau dans la direction opposée, inspectant le périmètre opposé de ma maison. Je me suis lentement levé et l'ai vu jeter un coup d'œil autour du coin de ma maison et se diriger vers le côté. Il était vraiment impossible de déduire quoi que ce soit à son sujet. Il était dans l'obscurité avec un sweat à capuche. Il pouvait avoir peut-être 15 ans ou 50. Quoi qu'il en soit, il était dans mon jardin arrière alors qu'il ne devait absolument pas y être. J'ai observé comment il se faufilait à nouveau dans la direction où il était allé auparavant, puis autour du côté le plus proche de ma maison. Ce côté était moins éclairé et avait accès au garage, voire même au jardin de devant via la porte. L'autre côté était simplement une impasse, quelque chose de similaire à un couloir pour chiens. Ce type inspectait clairement ma maison pour trouver la meilleure route d'évasion, mais il semblait aussi chercher quelque chose, peut-être une arme ou un véhicule, quelque chose qui améliorerait sa situation. Je suis passé par ma cuisine et j'ai réalisé que la porte latérale de mon garage était ouverte. J'avais l'habitude de laisser cette porte déverrouillée en raison de la facilité d'accès, et en plus, le matériel était un peu défectueux, il avait vraiment besoin d'être remplacé. J'étais simplement paresseux. Quoi qu'il en soit, cette nuit-là, cela a failli me coûter une crise cardiaque ou pire. J'ai déverrouillé la porte du garage et je suis entré. J'ai essayé de fermer la porte latérale, mais il était déjà à la porte, tournant la poignée et poussant. Bien que la poignée soit déverrouillée, la porte elle-même était gonflée en raison de l'exposition à la pluie et du vieux cadre, et il était difficile de l'ouvrir. J'ai préparé le fusil, l'ai pointé vers la porte et j'ai crié « Arrête !» J'ai tendu la main vers la lampe tactique qui était montée sur le fusil et bien sûr, les piles étaient mortes. Entretenez bien vos armes, les amis. Je me suis reculé, près du chauffe-eau. Je me suis dit que s'il franchissait la porte, je devrais lui tirer dessus. Il n'y aurait pas d'autre option. Si je ne le faisais pas, il pourrait me maîtriser. La porte derrière moi était déverrouillée, il aurait accès à la maison et à un fusil, alors j'ai utilisé ce chauffe-eau comme couverture. Je me suis rendu compte que je ne savais vraiment rien sur cette personne, elle pouvait être armée. J'ai compris que je devrais appuyer sur la gâchette au moment où la porte s'ouvrirait. S'il avait une arme et que j'hésitais, il pourrait me tirer dessus en premier et atteindre ma famille qui dormait à l'étage. On pense tous qu'on sera héroïques et fermes dans ces moments-là, et j'aurais probablement tenu ma position parce que j'avais ma femme et mon fils à protéger, mais la dernière chose que je voulais à ce moment-là était de tirer et de voir un homme mourir violemment dans ma maison. À quoi ressemblerait ma vie après cela? Est-ce que je devrais engager des avocats et perdre ma maison? M'inquiéter de représailles? Devrais-je regarder par-dessus mon épaule? Parfois, je me couche la nuit en pensant à une erreur que j'ai commise dans une conversation ou à une erreur en conduisant. Revivrai-je ce moment où j'ai tué ce type encore et encore en essayant de dormir? Le problème s'est résolu tout seul, bien que le type était là, avec la main sur la porte, mais regardant en arrière lorsque les policiers sont arrivés en courant vers la porte latérale, avec des lampes de poche et beaucoup de cris, 10 ordres différents criés en même temps. Ils sont arrivés et ont déverrouillé la porte. Le type était au sol. J'ai posé mon fusil de l'autre côté de la porte. Une policière, une femme, a pointé sa lumière à travers la fenêtre de la porte latérale et a crié « Monsieur, entrez !» Je suis retourné dans la cuisine et j'ai fermé la porte derrière moi.
Puis j'ai ouvert une bière et sorti une bouteille de tequila. Ils ont arrêté ce type et l'hélicoptère est parti environ 1 heure plus tard. Ensuite, ils sont partis, à l'exception de quelques voisins qui étaient maintenant réveillés. Je suis sorti et j'ai fermé la porte. Je suis retourné au lit avec la bouche sèche et le cœur battant. Ma femme s'est finalement réveillée et m'a demandé pourquoi j'étais debout. J'ai dit que tout allait bien, juste de l'insomnie. Je ne voulais pas lui dire à ce moment-là, pas à 3 heures du matin. Elle aurait eu peur, et c'était la dernière chose que je voulais. J'ai appelé le lendemain pour voir si je pouvais obtenir plus de détails. Le commandant de garde m'a dit que le type était un adolescent de 16 ans du quartier. Plus tard, j'ai appris qu'il s'était échappé avec le fils de mon voisin, sans antécédent, qui avait des parents riches. Il a été attrapé en train de voler chez un ami, a entraîné la police dans une poursuite, a abandonné sa voiture à quelques rues et a ensuite couru comme un fou. Mon jardin était probablement le plus sombre et le plus ombragé, alors il s'est caché là. Je n'ai jamais mentionné le fusil, ni le fait que j'ai failli le tuer. Moins ils en savent, mieux c'est. En ce qui me concerne, le garçon devrait être un homme maintenant, dans la trentaine. Je ne l'ai jamais revu, mais les gars avec qui il traînait ont certainement des enfants maintenant, conduisent des minivans et ont des carrières. Où qu'il soit, j'espère qu'il s'en sort mieux. Il sait peut-être ou peut-être pas qu'il était à un cheveu d'une mort violente et douloureuse. Je veux qu'il le sache, mais je ne veux pas qu'il le sache maintenant, tu sais. Je suis rentré chez moi après une journée interminable de travail. L'après-midi avait été épuisant, avec des réunions sans fin et une montagne de courriels qui ne semblait jamais diminuer. En entrant dans la maison, j'ai ressenti un soulagement en laissant derrière moi l'agitation du bureau. Mon premier réflexe a été de chercher quelque chose à manger, mais la fatigue pesait tellement sur moi que je n'avais même pas l'énergie de penser à préparer un repas. J'ai donc laissé mon manteau et mon sac dans l'entrée et me suis dirigé directement vers le canapé du salon. La tranquillité de ma maison était toujours un baume après une journée stressante. J'ai allumé la télévision et me suis enfoncé dans le canapé, souhaitant seulement me détendre et me déconnecter de la routine. Il était environ 7 heures du soir et le soleil se couchait lentement, laissant un coucher de soleil orange et doré qui parvenait à peine à pénétrer à travers les rideaux. J'ai décidé de me mettre à l'aise et de me laisser aller au confort de la maison. Je me suis installé sur mon canapé avec une couverture sur les jambes et je me suis préparé à profiter d'une soirée tranquille devant la télévision. Il ne s'était pas écoulé beaucoup de temps, peut-être 1 heure, quand la sonnette retentit, rompant le silence qui avait rempli la maison. Je me suis levé, un peu confuse, car je n'attendais pas de visite. J'ai regardé par le judas et je n'ai vu personne sur le seuil. J'ai pensé que peut-être quelqu'un avait appuyé sur la sonnette par accident ou qu'il pouvait s'agir d'une blague. Cependant, alors que je m'apprêtais à retourner sur le canapé, la sonnette retentit à nouveau. Cette fois, une sensation de malaise commença à s'installer dans ma poitrine. J'ai décidé d'ouvrir la porte, espérant trouver une explication raisonnable à cette insistance. En l'ouvrant, je me suis retrouvé face à un homme portant une veste de livreur de pizza avec une boîte à la main. Son expression était amicale, mais il y avait quelque chose dans son attitude qui ne cadrait pas. Il me regarda avec un sourire qui ne parvenait pas à dissimuler une légère tension dans ses yeux. « Bonsoir », dis-je en essayant de garder un sourire cordial. « Puis-je vous aider ?»« Oui, bien sûr », répondit l'homme. « J'ai une pizza pour vous. »« Amanda, c'est bien ça ?» J'ai été surprise. Je n'avais commandé aucune pizza et, honnêtement, je n'avais pas envie d'en recevoir une. L'idée que quelqu'un ait pu se tromper d'adresse ne me semblait pas très probable, mais la manière dont le livreur insistait pour dire que c'était pour moi m'alerta. « Je suis désolé, je pense qu'il doit y avoir une erreur », dis-je en essayant d'être ferme mais poli. « Je n'ai pas commandé de pizza. » Le livreur se retourna pour regarder par-dessus son épaule, puis revint me regarder avec une expression confuse, mais insistante. « Vous en êtes sûr ? La commande est pour Amanda, n'est-ce pas ?» Je me sentis mal à l'aise. Son comportement n'était pas celui d'un livreur habituel. Son ton insistant et la manière dont il me regardait me donnaient l'impression que quelque chose n'allait pas. Malgré ma fatigue et mon envie de régler la situation rapidement, j'ai décidé de ne pas accepter la pizza et j'ai fermé la porte. En refermant la porte, j'ai pu voir le livreur s'éloigner vers son véhicule qui était garé sur le trottoir. Je suis resté sur le seuil, essayant de comprendre s'il y avait quelque chose d'étrange dans tout cela. J'ai décidé que je devais probablement exagérer
et j'ai essayé de retourner à ma soirée tranquille, mais le malaise persistait. Il ne s'était pas écoulé beaucoup de temps avant que la sonnette ne retentisse à nouveau. Cette fois, je me sentis plus alerte. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu le même homme qu'auparavant, avec la même boîte de pizza. L'inconfort grandit dans ma poitrine. J'ai ouvert la porte, cette fois avec un mélange d'irritation et d'inquiétude. « Encore vous ?» demandai-je, essayant de garder mon calme. « Je vous ai déjà dit que je n'ai commandé aucune pizza. » L'homme semblait plus décidé cette fois. « Je suis désolé, je crois qu'il y a eu un malentendu. Peut-être que vous avez reçu la mauvaise pizza. Je suis sûr que c'est pour vous, » dit-il en me tendant la boîte. Je me sentis inquiète de voir son insistance. Il n'était pas normal que quelqu'un insiste autant pour livrer une pizza que je n'avais clairement pas commandée. Son attitude commença à me rendre encore plus nerveuse. « Je n'ai passé aucune commande, » répétai-je, cette fois avec plus de fermeté. « Je n'ai rien à voir avec ça. » Alors que j'essayais de fermer la porte, le livreur resta là, regardant à travers l'entrebâillement. Je sentis un frisson me parcourir le dos. J'ai décidé qu'il valait mieux ne plus ouvrir la porte et, à la place, appeler le restaurant pour clarifier la situation. Je me suis dirigé rapidement vers la cuisine et j'ai pris mon téléphone. J'ai composé le numéro du restaurant pour les informer du problème. Pendant que j'étais en communication avec l'opérateur, la sonnette retentit de nouveau, cette fois avec plus d'insistance. Le livreur frappait à la porte avec plus de force, son comportement devenait de plus en plus désespéré. La conversation avec l'opérateur de police devenait de plus en plus urgente à mesure que j'entendais les coups et les cris du livreur. Je me sentais piégé et vulnérable. Je n'avais aucune idée de ce que cet homme pourrait faire s'il parvenait à entrer dans la maison. Le sentiment de panique grandissait à chaque seconde qui passait. Finalement, j'ai entendu les sirènes de la police au loin. Les agents sont arrivés rapidement, ont entouré la maison et ont commencé à chercher l'homme. Le livreur, réalisant l'arrivée de la police, commença à s'éloigner rapidement de la maison. Je l'ai vu depuis la fenêtre alors qu'il essayait de s'échapper, mais les agents l'ont rattrapé et arrêté. Quand la police m'a informé que l'homme avait été arrêté, je me suis senti soulagé, mais aussi épuisé. Les agents m'ont dit que l'homme avait des antécédents de comportements similaires dans d'autres quartiers. Il avait été arrêté à plusieurs reprises pour avoir fait de fausses livraisons et harcelé des personnes chez elles. Je m'assurais que toutes les portes étaient bien fermées et qu'il n'y avait aucune chance pour cet homme de revenir accéder à ma maison. Je me suis assise sur le canapé, le cœur encore battant et le corps tremblant. J'ai pris une bière dans le réfrigérateur et je me suis effondré sur le canapé, essayant de digérer tout ce qui venait de se passer. J'ai appelé un ami proche pour lui raconter l'expérience. Je me suis sentie reconnaissante d'avoir été vigilante et que la police soit arrivée à temps. Cette expérience m'a fait reconsidérer la sécurité de ma maison et l'importance de rester toujours attentive à tout ce qui pourrait sembler suspect. Je n'ai plus jamais commandé de pizza à domicile après cet incident. L'expérience m'a marquée et m'a rendue plus méfiante envers les étrangers. Même si la frayeur est passée, le sentiment d'inquiétude a persisté pendant un certain temps. Je me suis rendu compte qu'à partir de ce moment, je devrais être beaucoup plus prudente avec la sécurité de ma maison et toujours vérifier toute situation suspecte. La vie a continué, mais cette expérience m'a rendue plus consciente de la vulnérabilité que l'on peut ressentir dans sa propre maison. L'homme qui a failli me mettre en danger a été arrêté et avait déjà des antécédents pour avoir fait cela à plusieurs reprises. Je n'ai pas voulu en savoir plus sur sa vie ni sur ses motivations. L'important était que j'étais en sécurité et que ma maison restait un refuge sûr. Même si je n'ai jamais su c'est eux qui l'avaient vraiment poussé à agir de la sorte, la peur et l'incertitude que j'ai ressenties cette nuit-là m'ont fait apprécier encore plus la sécurité et la tranquillité dans ma vie. Les semaines qui ont suivi l'incident, je me suis retrouvée plus vigilante que jamais. Chaque fois que j'entendais un bruit dans la nuit ou que la sonnette retentissait, mon premier réflexe était de vérifier les caméras de sécurité et de m'assurer que toutes les serrures étaient bien verrouillées. Bien que j'ai essayé de reprendre ma routine habituelle, cette expérience a laissé une marque indélébile sur mon psychisme. Chaque craquement dans la maison, chaque ombre qui bougeait à l'extérieur de ma fenêtre me rappelait la peur que j'avais ressentie cette nuit-là. J'ai commencé à faire de petites modifications dans ma maison pour augmenter la sécurité. Installer des caméras de surveillance supplémentaires, renforcer les serrures des portes et sécuriser les fenêtres sont devenus mes priorités. J'ai également changé ma routine nocturne. Je ne me couchais jamais sans vérifier toutes les entrées et garder les lumières extérieures allumées.
Je sentais que c'était un petit prix à payer pour la tranquillité d'esprit que ces mesures préventives me procuraient. Un après-midi, en inspectant les alentours de ma maison, j'ai rencontré un de mes voisins, un homme aimable qui était autrefois un bon ami, et j'ai décidé de lui raconter ce qui s'était passé. J'ai partagé les détails de l'incident, comment l'homme était venu plusieurs fois et comment la police était arrivée juste à temps. Mon voisin m'a écouté attentivement et m'a remercié de maintenir la sécurité dans ma maison. Il m'a également confié qu'il avait eu des expériences similaires avec des inconnus à sa porte, ce qui m'a fait me sentir un peu moins seul dans mes préoccupations. La conversation avec mon voisin m'a fait réfléchir sur la fréquence de la peur dans notre vie quotidienne. Je n'aurais jamais imaginé qu'une simple livraison de pizza puisse déclencher un épisode aussi perturbant. Malgré la normalité apparente de mon quartier, il semblait que le danger pouvait se cacher au coin de la rue. Cela m'a donné un nouveau sens de la communauté de savoir que d'autres étaient également attentifs à la sécurité et partagèrent mes inquiétudes. À mesure que les mois passaient, j'ai commencé à me sentir plus à l'aise dans ma maison à nouveau, bien que la vigilance ne se soit jamais atténuée. J'ai appris à vivre avec la conscience qu'il fallait toujours être sur ses gardes et prêt à toute éventualité. Cette expérience m'a rendu plus consciente des dangers invisibles qui rôdent dans la vie quotidienne et a renforcé ma détermination à protéger ma famille et moi-même. Un jour, alors que je consultais le courrier, j'ai reçu une lettre de la police. C'était un suivi informant que l'homme arrêté avait été accusé de plusieurs délits liés au harcèlement et à l'intrusion illégale. La lettre expliquait que l'individu avait été condamné à plusieurs années de prison. Ce fut un soulagement de savoir que la justice avait pris les choses en main et qu'il ne pourrait plus nuire. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la façon dont sa vie avait pris un tournant aussi sombre et à ceux qui l'avaient poussé à agir de la sorte. Cependant, ma principale préoccupation était et restera toujours ma sécurité et celle de ma famille. Bien que j'ai vécu un moment de peur et de vulnérabilité, la situation m'a appris l'importance de rester toujours alerte et de ne jamais sous-estimer aucun signe d'avertissement. La vie a continué, et bien que le souvenir de l'incident me revenait parfois à l'esprit, j'ai essayé de me concentrer sur le positif. J'ai appris à apprécier encore plus ma maison et la sécurité qu'elle procure. Chaque fois que je passais la porte, je me sentais reconnaissante d'avoir un endroit sûr où revenir, un refuge où je pouvais laisser derrière moi les tensions de la journée et me reposer en paix. Avec le temps, la peur s'est graduellement estompée, mais elle n'a jamais complètement disparu. Cette expérience m'a laissé avec un sentiment de vigilance constante, un rappel que la sécurité et la prudence sont vitales dans un monde qui peut être imprévisible et parfois dangereux. Bien que l'incident ait été perturbant, il m'a également rendue plus forte et plus consciente de ce que signifie protéger ma famille et moi-même. À ce jour, je continue ma routine de sécurité, mais avec une perspective plus sereine. L'expérience m'a appris à ne pas me laisser submerger par la peur, mais à affronter toute situation avec la préparation adéquate. Bien que la peur ne disparaisse jamais complètement, j'ai appris que faire face aux défis avec calme et précaution est la meilleure façon de garantir la sécurité et la tranquillité dans ma maison.